Le soleil de Floride frappait sans pitié la base navale amphibie de Little Creek. Le lieutenant Haley Bennett se tenait au garde-à-vous parmi 139 autres candidats. Au loin, l'Atlantique grondait, rappel constant de l'enfer qui les attendait. La sueur dégoulinait déjà le long de sa colonne vertébrale, et pourtant, la véritable épreuve n'avait même pas encore commencé. Elles étaient 3 femmes dans cette promotion BUD/S. Les 2 autres se trouvaient à quelques rangs, le visage figé dans la même expression de détermination farouche. Toutes connaissaient que les chiffres, entre 20 et 30% des candidats parvenaient au bout. Pour les femmes, le pronostic était encore plus sombre. Mais Haley n'était pas venue ici pour grossir une statistique. Elle était venue arracher le trident, devenir Navy SEAL, honorer une promesse murmurée 17 ans plus tôt devant un cercueil drapé du drapeau américain. Écoutez bien. La voix du senior Chief Whitman trancha l'air matinal comme une lame. Vous croyez être quelqu'un parce que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes rien. La moitié d'entre vous abandonnera avant même la semaine de l'enfer. Les autres tireront sur la cloche dès que la vraie souffrance commencera. Haley gardait le regard droit, la respiration égale. Elle s'était préparée à ce moment pendant des années, mentalement et physiquement. 4 années à West Point, où elle avait dépassé la plupart de ses camarades masculins au test de combat. 2 années comme officier de surface, à faire ses preuves à bord d'un destroyer. Des mois d'entraînement préparatoire à pousser son corps au-delà de ce qu'elle croyait possible. Mais rien, absolument rien, ne préparait vraiment quelqu'un au BUD/S. « Inspection des tenues !» aboya Whitman, en tenue de sport. « Vite, vite, vite !» Les candidats s'exécutèrent dans une explosion de mouvements, arrachant leurs treillis avec une rapidité bien rodée. Haley passa son t-shirt par-dessus sa tête, dévoilant le débardeur réglementaire de la marine. C'est alors qu'elle le sentit, ce poids soudain des regards posés sur elle, son tatouage. Dans le tumulte de l'arrivée, elle avait presque oublié qu'il était là. Sur son omoplate gauche s'étendait un dessin minutieux et superbe, fruit de 8 heures de travail, patient sous l'aiguille. L'écusson des forces spéciales, les flèches croisées et le poignard entrelacé à une paire de plaques d'identification militaire. En dessous, en lettres élégantes, 14 avril 2009. L'ensemble, exécuté en noir et gris, laissait transparaître quelques touches dorées sur l'écusson qui captaient les rayons du soleil. Tiens, tiens, tiens. La voix surgit derrière elle, dégoulinante de mépris. Qu'est-ce qu'on a là ? Haley ne se retourna pas. Elle savait à qui appartenait cette voix. Brandon Holloway, ancien linebacker à l'université d'Alabama, il avait fait comprendre dès le premier jour qu'à ses yeux, les femmes n'avaient rien à faire dans les opérations spéciales. Star du football, il était habitué à dominer, habitué à l'adoration. Le BUD/S devait être sa nouvelle arène. « Joli tatouage, princesse !» lança Holloway plus fort pour s'assurer que d'autres s'entendent. Plusieurs candidats tournèrent en la tête. « Laisse-moi deviner. Papa te l'a offert avec ta place ici, ou tu te l'es fait faire pour avoir l'air dur sur Instagram ?» Un rire ondula dans les rangs. Tous ne s'y joignirent pas, mais assez pour que la mâchoire de Haley se crispe. Ses mains se refermèrent en poing le long de ses cuisses, ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Ne réagis pas. Ne leur donne rien. Je parie qu'il y a une citation inspirante dessus, » poursuivit Holloway, porté par son public. « Vivre, rire, aimer, girl boss. C'est quoi Tatou ?» Encore des rires. Le surnom prit racine immédiatement. Elle le voyait dans leurs yeux. Elle n'était plus Haley Bennett, officier décoré parmi les 5 meilleurs diplômés de sa promotion à West Point. Elle était Tatou, la fille aux jolis tatouages qui jouait aux soldats. « Holloway !» claqua la voix de Whitman. « T'as envie d'un supplément de pompe ?»« Non, Senior Chief. »« Alors tu fermes ta bouche et tu reprends ta position. » L'instant passa, mais le mal était fait. Haley sentait la dynamique avoir changé autour d'elle. Certains semblaient gênés par le comportement de Holloway. D'autres ricanaient, manifestement ravis du spectacle. Quelques-uns, parmi lesquels un type maigre et silencieux qui avait le Montana inscrit sur le visage, posaient sur elle un regard presque compatissant. Elle ne voulait pas de compassion. Elle ne voulait rien d'autre que prouver qu'elle avait sa place ici. L'inspection se poursuivit.
Les instructeurs descendirent la ligne, vérifiant l'équipement, cherchant le moindre prétexte pour rendre la vie d'un candidat misérable. Quand l'un d'eux arriva au niveau de Hailey, il marqua un temps d'arrêt devant le tatouage. « C'est conforme au règlement, ce truc, Bennett ?»« Oui, Senior Chief. Approuvé avant ma prise de fonction. » Il grogna et passa son chemin, mais elle sentait le regard de Holloway dans son dos, presque physiquement, comme s'il rangeait soigneusement de nouvelles munitions pour plus tard. « Tout le monde dans la zone de ressac, maintenant !» L'ordre lança les 140 candidats vers la plage au pas de course. Hailey s'élança, les jambes pulsant sous elle, le sable jaillissant sous ses bottes. L'océan grondait devant, glacé et furieux. C'était le premier test, la torture par le ressac. Ils allaient s'allonger dans l'eau gelée jusqu'à ce que l'hypothermie les gagne, jusqu'à ce que la cloche suspendue sur la plage se mette à ressembler à une délivrance. Elle toucha l'eau en 3e position de toute la classe, plongea sous une vague et émergea le souffle coupé par le froid. 13 degrés. Assez froid pour tuer si l'on y restait trop longtemps, assez froid pour briser les faibles. Autour d'elle, des candidats luttaient contre les vagues. Les rouleaux s'abattaient sur leurs têtes, les aspiraient, les ballottaient comme des chiffons. Hailey trouva son rythme, respirant entre deux houles, gardant son tronc contracté contre la morsure du froid. Un corps surgit dans un éclaboussement à côté d'elle. « Holloway !»« Tu peux plus le cacher, ton tatouage, hein ?» cria-t-il, par-dessus le rugissement de l'océan. « Qu'est-ce qu'il y a, Tatou ? Tu supportes pas une petite blague ? Peut-être que tu devrais... » Une vague gigantesque s'abattit sur eux et coupa la suite. Hailey fut emportée. Le monde devint un chaos verdâtre. L'eau remplit tangièrement son nez, la pression écrasa sa poitrine. Pendant un instant, elle sentit la panique griffer sa gorge. Puis elle pensa au tatouage, à ce qu'il signifiait, à celui qu'il représentait. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Quand ça devient dur, quand tu crois que tu ne peux plus avancer, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de ce qui compte. » Hailey donna un coup de jambe puissant, creva la surface en suffoquant. Elle reprit sa position dans la ligne et serra les dents. Qu'ils se moquent, qu'ils rient, ils ignorèrent son histoire, pas encore. Mais ils allaient la connaître. Quand le sifflet retentit 40 minutes plus tard et qu'ils sortirent en titubant de l'eau, 18 candidats avaient déjà abandonné. Hailey passa devant la cloche sans même un coup d'œil. Holloway suivait, mais son assurance affichait des fissures. Il avait vu quelque chose dans ses yeux quand elle avait jailli de cette vague, quelque chose qui le perturbait. Elle n'était pas seulement déterminée, elle était incassable. Et son histoire ne faisait que commencer. 3 semaines de première phase, et Hailey avait compris une chose, le BUD/S ne se résumait pas à l'endurance physique, c'était une guerre psychologique. Les instructeurs étaient tradis des virtuoses dans l'art de démolir un candidat, de débusquer ses failles, d'exploiter chaque fissure de son armure. Mais c'étaient des professionnels accomplissant une mission précise. Brandon Holloway et sa petite cour, eux, n'étaient que cruels. Log pété. Équipe 2. Bougez vos fesses. L'instructeur Mendez beuglait à travers le terrain. Hailey sprinta avec ses 5 coéquipiers vers l'énorme poteau téléphonique couché dans le sable. 136 kilos de bois brut qui allaient reposer sur leurs épaules pendant l'heure suivante, ou les 2 suivantes, ou aussi longtemps que les instructeurs jugeraient bon de les torturer. En position. Hailey prit sa place à l'avant gauche, accroupie sous le rondin. Holloway se tenait juste derrière elle. Carter, le Texan silencieux, devenu son binôme de natation, enfin, le Montanais silencieux, occupait l'arrière. Les 3 autres étaient Donovan, Sutherland et Tanaka, des types corrects qui avaient cessé de rire aux blagues de Holloway dès la première semaine. « Levez !» Ils hissèrent le rondin sur leurs épaules. Aussitôt, Hailey sentit le poids l'écraser. 136 kilos divisé par 6, ça faisait théoriquement 22 kilos chacun. Mais ça ne marchait jamais comme ça. Quelqu'un portait toujours plus que les autres. Et ce quelqu'un, c'était souvent elle. Parce qu'avec son 1m70, elle était la plus petite de l'équipe. Bras tendus. L'enfer pur. Ils devaient hisser le rondin au-dessus de leur tête, les bras verrouillés. Les épaules de Hailey hurlèrent en quelques secondes. Ses muscles tremblèrent. La sueur ruisselait sur son visage, lui piquait les yeux. « Tenez, tenez !» L'instructeur tournait autour d'eux comme un requin. « Équipe 2, vous avez l'air faible. Bennett, tu trembles déjà. »« Non, instructeur. »
articula Hailey entre ses dents serrées, alors que ses bras lui semblaient s'arracher des emboîtures. C'est à ce moment-là qu'elle le sentit. Le rondin se déplaça. Holloway avait modifié subtilement sa position, l'inclinant vers l'avant, transférant le poids sur elle et Carter à l'avant. « T'arrives pas à le tenir, Tatou », chuchota Holloway, juste assez fort pour être entendu de l'équipe. « Ton joli tatouage va pas porter le rondin à ta place. Tu devrais peut-être en faire un autre. J'abandonne, par exemple. » Les bras de Hailey tremblèrent plus fort. Pas de faiblesse, de rage. En bas. Le rondin s'abattit sur leurs épaules. Un instant de répit avant la prochaine torture. Course jusqu'au ressac. Le rondin reste levé. Ils partirent en courant, le rondin rebondissant sur leurs épaules à chaque pas. Le sable s'accrochait à leurs bottes. L'océan les appelait. Promesse d'eau froide et de misère humide. Holloway continuait à chuchoter. « Tu sais ce que tout le monde dit, que t'es ici grâce au quota. Que la marine est tellement désespérée d'envoyer des femmes au BUD/S qu'ils laisseraient passer n'importe qui avec un chromosome. XX. Ferme-la, Holloway, gronda Carter à l'arrière. Quoi, Carter? T'es son petit copain maintenant. Ou tu fais juste le chevalier servant. J'ai dit ferme-la. Équipe 2, on arrête de causer, on commence à bouger. Donnez-moi 50 burpees. Tout de suite. Ils lâchèrent le rondin et enchaînèrent les burpees. Au sol, poitrine dans le sable, saut explosif, recommencer. 50 fois. Les poumons de Hailey brûlaient, sa vision se troublait, mais elle tenait le rythme des hommes. Elle devait tenir. Le moindre signe de faiblesse confirmerait tout ce que disait Holloway. Le harcèlement la suivait partout. Au mess, la table de Holloway éclatait de rire chaque fois qu'elle passait. Il faisait des bruits de baisers, l'appelait Sailor Moon, suggérait qu'elle n'était là que pour l'attention. Les autres candidats, qui auraient pu prendre sa défense, gardaient le silence. Personne ne voulait devenir une cible. Pendant l'entraînement de plongée en piscine, Holloway, accidentellement, fit sauter sa bouteille pendant un exercice de respiration en binôme. Elle dut remonter à toute vitesse, suffoquant, étoussant, tandis qu'il souriait sous l'eau. Défaillance de l'équipement, instructeur, signala-t-il innocemment. Elle devrait mieux vérifier son matos. Les instructeurs n'étaient pas dupes, mais ils ne pouvaient rien prouver. Holloway s'en sortait sans une égratignure. La nuit, dans la chambrée, quand elle tentait d'étudier les tables de plongée et les configurations de nœuds, des chuchotements lui parvenaient de la travée voisine. Guerrière Instagram. Fille à papa. Elle abandonnera pendant la semaine de l'enfer. Elles abandonnent toujours. Seul Carter lui manifestait ouvertement de la bienveillance. Originaire d'une petite ville du Montana, élevé par une mère célibataire, il avait 2 sœurs cadettes. « Ma mère me tannerait le cuir si elle savait que j'ai laissé quelqu'un être traité comme ça, » lui dit-il un soir. « Tu fais du bon boulot, Bennett. Les laisse pas entrer dans ta tête. » Mais ils étaient là déjà dans sa tête. Le pire incident eut lieu pendant la torture par le ressac de la 4e semaine. L'Atlantique était mauvais ce jour-là. Des houles de 3 mètres venaient se claquer contre la côte. Les instructeurs les avaient alignés dans l'eau jusqu'à la poitrine, bras enlacés pour ne pas être emportés. L'hypothermie s'installait vite. Lèvres bleues, frissons violents, premier signe de confusion. Hailey tenait Carter d'un côté, Donovan de l'autre. Le froid était si intense qu'il ressemblait à du feu, comme si ses os se figeaient. Elle se concentrait sur sa respiration, sur l'instant présent, refusait de laisser son esprit dériver dans le brouillard dangereux de l'hypothermie. Une vague s'abattit sur eux. Quand elle reflua, Holloway s'était repositionné juste à côté d'elle. « Tu sais quel jour on est, Tatou ?» lança-t-il, les dents claquant. Elle ne répondit pas. « C'est le 14 avril, c'est la date sur ton tatouage, non ?» Le sang de Hailey se figea, plus glacial que l'océan. « Je me demande ce qui s'est passé un 14 avril, » continua Holloway, la voix portée par les vagues. « T'es 16 ans ? Le jour où t'as eu ce trophée de participation que t'appelles un tatouage. » Carter se raidit à côté d'elle. « Holloway, arrête. Ou peut-être, insista Holloway, que c'est le jour où papa a acheté à sa petite princesse une affectation à Annapolis. C'est ça ? Le jour où t'as compris que tu pouvais grimper dans son sillage jusqu'à un uniforme que tu mérites pas ? » Quelque chose se brisa en Hailey. Pas sa résolution. Quelque chose de plus profond. Un barrage qui retenait depuis 17 ans le chagrin, la colère, la douleur. Une autre vague les engloutit.
Quand elle se retira, Hayley se tourna vers Holloway. Sa voix sortit basse, mais aiguisée comme un rasoir, perçant le rugissement de l'océan. « Tu ne sais rien de moi. » L'intensité de son regard fit reculer Holloway, brisant la chaîne. Pendant une seconde, juste une seconde, il parut incertain, peut-être même apeuré. « Holloway, reprends ta place », beugla un instructeur. L'instant passa. Ils restèrent 20 minutes de plus dans le ressac. Quand ils sortirent en chancelant sur la plage, la température corporelle de Hayley avait chuté à un niveau dangereux. Le service médical l'a mis à l'écart, vérifia ses constantes, l'enveloppa dans des couvertures chauffantes. Carter s'assit à côté d'elle, son propre corps secoué de tremblements violents. « Ça va ?» demanda-t-il. Hayley hocha la tête. Mais elle n'allait pas bien. Holloway s'était approché trop près. Il avait touché à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Quelque chose de sacré. Ce soir-là, après l'extinction des feux, Carter la trouva sur la plage. Elle était assise seule, le regard tourné vers l'océan, la main posée inconsciemment sur son épaule, là où vivait le tatouage sous le tissu. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement. Hayley resta longtemps silencieuse, puis elle se mit à parler, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Le 14 avril 2009. J'avais 17 ans. 3 jours avant mon 18e anniversaire, j'étais en train de choisir une robe pour le bal de promo quand 2 officiers ont sonné à notre porte. Carter s'assit près d'elle sans dire un mot. Mon père était le capitaine David Bennett, force spéciale de l'armée, 7e groupe. Il dirigeait une mission en Irak, dans la province d'Anbar. Son équipe a été prise dans une embuscade. Il a couvert leur retraite, tenu l'ennemi à distance jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Des larmes coulaient sur son visage, se mêlant au sel déjà présent. Il est mort pour que ces hommes vivent, tous sans exception, sont rentrés chez eux. Pas lui. Bon sang, souffla Carter. Le tatouage, c'est pas un dessin mignon. Ces plaques d'identification, ce sont les vrais. Je les ai fait fondre et mélanger à l'encre. Cette date, elle est gravée dans mon âme. Et Holloway, sa voix se durcit. Holloway vient de se moquer du pire jour de ma vie. Carter posa une main sur son épaule. Il sait pas. C'est un imbécile. Je sais. Hayley essuya ses larmes. Mais j'en ai fini de me taire. Mon père n'a pas élevé une fille qui abandonne. Il a élevé une combattante. Elle se leva, redressa les épaules, regarda le parcours du combattant qui se dessinait dans l'obscurité. Demain apporterait de nouvelles tortures, de nouvelles épreuves, de nouvelles occasions pour Holloway de la démolir. Mais quelque chose avait bougé. La moquerie l'avait poussée au-delà du point de rupture. Elle était devenue acier forgé. Et la semaine de l'enfer approchait. La semaine de l'enfer démarra un dimanche soir dans le chaos pur. Les instructeurs prirent d'assaut la chambrée à 23h, hurlant, lançant des fumigènes, tirant à la mitrailleuse à blanc. Des explosions secouèrent le bâtiment. Hayley fut arrachée au sommeil par une pure pagaille, sirène hurlante, ordres contradictoires, candidats se précipitant dans tous les sens. Dehors, zone de ressac, bougez, bougez, bougez. Elle attrapa ses bottes et fonça dans la nuit, en short de sport et débardeur. Le froid la frappa comme une gifle, 7 degrés, vent hurlant venu de l'océan. Autour d'elle, les candidats couraient dans tous les sens, certains à demi endormis, d'autres les yeux écarquillés de panique. Voilà, la légendaire semaine de l'enfer. 5 jours et demi d'entraînement continu, avec à peine 4 heures de sommeil au total. Frigorifiés, trempés, épuisés au-delà de l'imaginable, poussés aux limites absolues de l'endurance humaine. Seuls 70% des candidats atteignaient cette semaine. Seuls 30% en sortiraient. Hayley comptait bien faire partie de ceux-là. Zone de ressac, mouillez-vous, sablez-vous. Ils touchèrent à l'eau au sprint. L'Atlantique en janvier était un cauchemar vivant. 13 degrés de glace liquide. Hayley plongea sous une vague et émergea le souffle coupé, son corps en état de choc. Chaque terminaison nerveuse hurlait. Tout le monde dehors, roulait dans le sable. Les corps trempés s'abattirent donc sur la plage et roulèrent. Le sable s'incrustait partout, cheveux, yeux, oreilles, bouche. Il rongeait la peau comme du papier de verre. Hayley le sentait se glisser dans des endroits où le sable ne devrait jamais aller. Retour dans l'eau. Le cycle reprenait. Mouillé, sablé, mouillé, sablé. En 1 heure, leur peau était à vif et saignait. Au bout de 2 heures, l'hypothermie s'installait. À la 3e heure, le premier candidat abandonna. Puis un autre, puis 5 de plus.
La cloche tinta toute la nuit. Chaque coup annonçait un rêve brisé. Le corps de Hayley s'engourdit, pas seulement à cause du froid, à cause de la brutalité implacable de l'épreuve elle-même. Log pété sur la plage, course de canot dans les vagues. Marche d'ours dans le sable, battement de jambes jusqu'à ce que les abdominaux se bloquent, pompe jusqu'à effondrement des bras. Et pendant tout ce temps, les instructeurs hurlaient « Vous pouvez abandonner quand vous voulez, tirez la cloche, soyez au chaud, mangez, dormez ». 3 coups de cloche et tout ça s'arrête. La tentation était presque insupportable. 17e heure, lundi après-midi, l'équipe 2 courait sur la plage avec son IBS, le canot pneumatique d'assaut, ballotté sur leur tête. 90 kilos de caoutchouc qui semblaient s'alourdir à chaque pas. Les jambes de Hayley étaient en coton. Sa vision se rétrécissait. Elle était debout depuis près de 40 heures. Équipe 2, portage par les rochers. La terreur traversa son épuisement. Le portage par les rochers s'était pagayé dans la zone de ressac et débarqué sur les rochers. Pointus, glissant, couverts de bernacles. C'était là que les gens se blessaient sérieusement. Ils traînèrent le canot dans l'eau et commencèrent à pagayer. Les vagues les rejetaient aussitôt en travers. Hayley enfonçait sa pagaie, ses épaules hurlant en signe de protestation. À côté d'elle, Holloway ressemblait à un cadavre. Peau grise, yeux creux, mouvements mécaniques. Une vague les souleva, les emporta vers l'avant, puis les projeta vers les rochers. « Pagayez, pagayez !» hurla Carter depuis l'arrière. Hayley tira plus fort, tentant de manœuvrer entre les rochers. Presque. Une vague les frappa de côté. Le canot se retourna. Hayley passa sous l'eau, ballotté dans le chaos. Sa tête heurta quelque chose de dur. Un rocher, un canot, impossible à dire. Une douleur fulgurante explosa dans son crâne. L'eau emplit son nez et sa bouche. Elle ne savait plus où était le haut. Ses poumons brûlaient. La panique griffait sa gorge. C'est comme ça que ça finit. Noyé pendant la semaine de l'enfer, exactement comme il l'avait prédit. Puis sa main toucha le sable. Elle était près du fond. Elle prit appui, donna un coup de pied violent, creva la surface en toussant et suffoquant. Du sang coulait d'une entaille sur son front, se mélangeant à l'eau salée. Elle regarda autour d'elle, affolée. Le canot s'était échoué sur les rochers. Son équipe était dispersée. Carter se hissait sur un rocher. Donovan flottait non loin. Tanaka était déjà sur la plage. Holloway, lui, était debout sur un rocher au-dessus d'elle. Il ne se précipitait pas pour aider. Il souriait, en réalité. « Tu vas abandonner maintenant, Tatou ?» cria-t-il par-dessus les vagues, la voix rauque mais cruelle. « Regarde-toi, tu saignes, tu te noies, t'es pathétique. Tire la cloche, épargne-toi la honte. » Quelque chose se rompit en Hayley. Elle trouva un rocher sous ses pieds et se redressa dans l'eau qui lui montait à la poitrine. Le sang ruisselait sur son visage. Ses lèvres étaient fendues par le froid. Son corps tremblait violemment. Elle planta son regard dans celui de Holloway. « Jamais !» Le mot sortit en rugissement, primaire, féroce. Elle pataugea jusqu'au rocher, se hissa avec des bras qui fonctionnèrent à peine et récupéra sa pagaie là où la mer l'avait rejetée. « Récupérez le canot !» ordonna-t-elle. « Maintenant !» Son équipe s'exécuta. Holloway comprit. Quelque chose dans sa voix n'admettait aucune contestation. Ils remirent le canot en position, repagaillèrent et tentèrent un nouveau passage. Cette fois, Hayley les guida parfaitement entre les rochers. Ils accostèrent avec une précision de manuel. « Équipe 2, sécurisez votre canot et direction l'infirmerie !» Un instructeur désignait la tête ensanglantée de Hayley. « Ça va, instructeur. » C'était pas une suggestion, Bennett. « Bouge !» Le médecin lui posa des points de suture pendant qu'elle restait assise, enveloppée dans une couverture, secouée de frissons. 7 points. Ça aurait pu être pire. « T'as pris un sale coup, » dit le médecin. « Possible commotion. Je devrais te retirer de l'entraînement pour 24 heures. » « Non. » La voix de Hayley était d'acier. « Va. Je retourne avec eux. Tu pourrais avoir des lésions cérébrales. » J'ai dit que ça allait. Le médecin l'observa, puis y soupira. « Contre mon meilleur jugement, je te laisse repartir. Mais au moindre signe sérieux de commotion, confusion, vomissement, trouble de la vision, c'est terminé. Compris ? » Oui, Doc. Elle revint vers son équipe avec une nouvelle ligne de points et une détermination renouvelée. La blessure était devenue un autre insigne, une preuve de plus qu'elle n'abandonnerait pas. 43e heure, mardi soir.
Ils enchaînaient des exercices de combat depuis 6 heures sans interruption, rampaient dans la boue, transportaient de fausses victimes, naviguaient sur des parcours d'obstacles dans le noir total. La moitié de la classe avait disparu. 43 candidats avaient tiré la cloche. Hailey hallucinait. Elle voyait son père debout sur la plage, lui souriant. Elle voyait des dragons dans la fumée des artifices. Elle entendait une musique qui n'existait pas. « Bennett, ça va ?» demanda Carter pendant une pause de 2 minutes. « Je vois des trucs, » marmonna-t-elle. « On en voit tous, c'est normal, reste avec moi. » On les assigna à un nouvel exercice, équipe de 4, transport de poteaux téléphoniques sur le parcours d'obstacles. L'équipe de Hailey comprenait Carter, Donovan et, malheureusement, Holloway. « Levez !» Ils soulevèrent le rondin. Le corps de Hailey hurlait de protestation. Tout faisait mal. Ses mains saignaient à cause des cordes. Ses épaules étaient à vif. Ses pieds étaient détruits par la course interminable dans des bottes trempées. En avant. Ils titubèrent. Il fallait franchir un mur bas tout en portant le rondin. Cela exigeait coordination, communication, esprit d'équipe. Holloway n'aidait pas. Il tenait à peine son extrémité, forçant les autres à porter davantage. « Holloway, soulève !» aboya Carter. « Je soulève. »« Non, tu fais semblant. On coule. » Ils franchirent le mur tant bien que mal et s'élancèrent vers l'obstacle suivant. Mais les jambes de Hailey lâchaient. Son genou plia. Elle s'effondra. Le rondin avec elle. « Debout, Bennett !» hurla un instructeur. Elle essaya. Son corps refusait de répondre. Soudain, des mains la saisirent. Carter et Donovan la remirent sur ses pieds. « Allez, on t'a !» dit Carter. Holloway, lui-même, épuisé et brisé à son tour, attrapa le rondin sans piper mot. Ils terminèrent d'excellent le parcours ensemble, tous les 4 tenant à peine debout. Cette nuit-là, pendant une précieuse pause de 21 minutes, Hailey se retrouva seule sur la plage. Elle s'assit dans le sable, sa main remontant vers son épaule, touchant le tatouage sous le tissu. « Je suis toujours là, papa, » chuchota-t-elle. « J'ai pas abandonné, j'abandonnerai pas. » Le vent emporta ses paroles. 78e heure, jeudi matin. Hailey ne se rappelait plus à quoi ressemblait le sommeil. Elle avait dormi peut-être 2 heures depuis dimanche. Son corps fonctionnait à la pure volonté. Il faisait le tour du monde. Des courses de canot qui contournaient toute la base. Pagayer jusqu'au rocher, portage, pagayer jusqu'au quai, portage, recommencer. C'était sans fin. Sa pagaie fendait l'eau mécaniquement. Elle était au-delà de la douleur, au-delà de la fatigue. Elle était devenue une machine programmée pour une seule chose, ne pas abandonner. À côté d'elle, dans le canot, Holloway vomit soudain par-dessus bord. Il s'était dégradé, il tremblait sans pouvoir s'arrêter, peau grise, regard flou. « Holloway, ça va ?» demanda Donovan. Pas de réponse. « Holloway !» Le grand gaillard s'affaissa en avant, sa pagaie lui glissa des mains. « Instructeur, homme à terre !» Le canot de sécurité fonça vers eux. Le service médical extirpa Holloway. Hypothermie sévère, déshydratation, à 2 doigts d'une défaillance d'organes. Ils l'emmenèrent à l'infirmerie au pas de course. 1 heure plus tard, ils l'entendirent. 3 coups de cloche. Brandon Holloway, le critique le plus bruyant, le tortionnaire le plus impitoyable, l'homme qui lui avait rendu la vie infernale, venait d'abandonner. Hailey ne ressentit rien. Ni satisfaction, ni soulagement, juste la conscience creuse qu'un candidat de plus avait disparu. Elle continua à pagayer. 132e heure, vendredi soir. La semaine de l'enfer touchait à sa fin. Encore quelques heures avant la libération à midi le samedi. 23 candidats sur les 140 du début. Hailey n'avait plus rien d'humain. Elle était un zombie, un cadavre ambulant maintenu debout par l'entêtement et le souvenir d'un homme qui n'avait jamais abandonné sa mission. L'épreuve finale était simple. Survivre. Rester éveillé, bouger, ne pas tirer la cloche. Elle arpentait la plage, un pied devant l'autre. Son esprit dérivait. Elle tenait des conversations avec des gens qui n'étaient pas là. Elle voyait des couleurs qui n'existaient pas. Carter marchait à côté d'elle, tout aussi détruit. « Presque arrivé », marmonna-t-il. « Presque arrivé », répéta-t-elle en écho. L'aube se leva sur l'Atlantique. Une lumière dorée se répandit sur l'eau. « Promotion 312, rassemblement ». Ils se mirent en formation, en titubant. 23 survivants aux yeux creusés, tenant à peine debout. Le senior Chief Whitman parcourut la ligne, scrutant chaque visage. « Félicitations !» Le mot tomba, simple. « Vous avez survécu à la semaine de l'enfer. »
Mais vous n'avez pas encore gagné votre trident. Ce n'était que le commencement. Hayley tanguait sur ses pieds, mais ne tomba pas. Elle l'avait fait. Contre toute attente, contre toutes les moqueries, contre toutes les voix qui disaient qu'elle ne pourrait pas. Elle avait survécu à la semaine de l'enfer. Mais alors que la promotion clopinait vers la nourriture et le sommeil, aucun d'entre eux ne savait que la plus grande révélation restait à venir. Le commandant Robert Garrison s'envolait du Maryland, et tout allait basculer. Le samedi matin après la semaine de l'enfer, les survivants ressemblaient à des rescapés de guerre. 23 candidats étaient assis sous la tente médicale, soumis à des examens, fractures de fatigue, pneumonie, plaies infectées et la dizaine d'autres ennuis qu'engendrent presque 6 jours de torture continue. Les pieds de Hayley étaient enveloppés de bandages couvrant des ampoules sur des ampoules. Ses mains étaient bandées pour protéger la peau à vif. Les poings sur son front tenaient bon, mais l'hématome s'était étendu sur la moitié de son visage en violet et jaune spectaculaire. Elle avait l'air d'avoir disputé 10 rounds contre un poids lourd. Elle se sentait victorieuse. « Bennett, il te faut des antibiotiques, » dit le médecin en examinant l'infection qui démarrait dans plusieurs blessures. « Et je te veux au repos pendant 72 heures minimum. »« On commence la deuxième phase quand ?» demanda Hayley, la voix éraillée par les hurlements de la semaine de l'enfer. « Lundi. »« Mais sérieusement, il te faut du repos. »« Je me reposerai quand je serai morte. » Le médecin secoua la tête, mais rédigea son ordonnance. Il avait appris que les survivants de la semaine de l'enfer n'étaient pas des humains normaux. Ils ne réagissaient ni à la logique, ni à la raison. Ils étaient forgés en quelque chose de plus dur. Carter apparut à côté d'elle, tout aussi bandé et démoli. Paraît que Holloway est à l'hôpital. Lésion rénale calculée à cause de l'hypothermie. Hayley hocha la tête. Elle avait entendu la même chose. Une part d'elle, celle qui se rappelait la cruauté du type, se sentait vengée. Mais surtout, elle se sentait vidée. « Tu sais ce qui est étrange ?» continua Carter. « J'ai presque pitié de lui. La semaine de l'enfer démolit les gens jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que ce qu'ils sont vraiment. Les durs abandonnent, les discrètes te surprennent. Ça fait réaliser qu'on est tout juste humain. » Pensée profonde, Carter. « La privation de sommeil me rend philosophe. » Il sourit, puis grimaça, quand l'expression tira sur ses lèvres craquelées. Au fait, la rumeur dit qu'on a un VIP qui vient observer l'entraînement de l'après-midi. Une grosse pointure venue de la côte Est. Génial, juste ce qu'il nous fallait. Quelqu'un pour nous regarder à peine fonctionner. Le dimanche fut un brouillard de sommeil et de douleur. Hayley s'éveillait toutes les quelques heures, désorientée, son corps hurlant. L'équipe médicale leur imposait un protocole strict. Hydratation, nutrition, kinésithérapie, mais le lundi apporterait un nouvel enfer. La deuxième phase centrée sur la plongée de combat. Si la première éprouvait le corps, la deuxième éprouvait l'esprit. Sous l'eau, dans le noir, avec un équipement défaillant, pendant que les instructeurs essayaient activement de vous noyer. Le pool comp, l'épreuve de compétences en piscine, était légendaire pour briser ceux qui avaient survécu à la semaine de l'enfer. Hayley passa son dimanche à étudier la physique de la plongée et les procédures d'urgence, à se préparer mentalement à ce qui l'attendait. Lundi matin, formation. La promotion paraissait un peu plus humaine après 36 heures de sommeil et de soins. Toujours meurtris, marchant comme des vieillards, mais vivants. Le senior chief Whitman se tenait devant eux, son sourire habituel encore plus affilé. « Écoutez bien, nous avons un visiteur de marque qui observera l'entraînement aujourd'hui. Le commandant Robert Garrison vient de la Team SEAL 2. Pour les civils incapables de se taire, c'est une légende vivante. 30 ans de service, 3 Silver Stars et plus de missions classifiées que vous n'avez de neurones. Quand il arrivera, vous serez au garde à vous. Vous lui montrerez du respect. Et vous ne me ferez pas honte. C'est clair ? Oui, Senior Chief. L'estomac de Hayley se noua. La Team SEAL 2. L'élite de l'élite. Pourquoi quelqu'un de ce niveau viendrait observer une promotion BUD/S ordinaire ? La matinée fut brutale. Travail en piscine immédiat. Nage sur place avec des poids, plongée en apnée, exercice d'autoflottaison, mains et pieds liés. Tout ce qui pouvait induire la panique, tester si l'on pouvait penser clairement quand le cerveau hurlait pour respirer. Hayley peinait. Son corps n'avait pas récupéré de la semaine de l'enfer. Ses poumons brûlaient, ses muscles refusèrent de coopérer.
Pendant une nage en apnée de 50 mètres, elle parvint à peine au bout, émergeant haletante et étourdie. « Bennett, t'es nul à cet exercice », beugla un instructeur. « Tu devrais peut-être te concentrer moins sur tes tatouages et plus sur ton contrôle respiratoire. » La mention de son tatouage parcourut la promotion comme une onde. Plusieurs jetèrent un coup d'œil vers elle. Les moqueries s'étaient nettement éteintes depuis le départ de Holloway, mais le souvenir persistait. À 11 heures, un sifflet retentit. Tout le monde hors de l'eau, formation sur le terrain, bougez. Ils sortirent en se ruant, dégoulinant et frissonnant. Le terrain, la zone d'entraînement principale, était l'endroit où se déroulaient les inspections, où les candidats abandonnaient, où les vies basculaient. Hailey prit sa place, au garde-à-vous dans sa combinaison de plongée trempée. L'eau gouttait sur le béton. Son corps tremblait de froid et d'épuisement. « Garde à vous !» Une silhouette apparut à l'autre bout du terrain. Le commandant Robert Garrison n'avait rien d'imposant physiquement. Peut-être 1,78 m, mince plutôt que massif. Mais sa façon de se déplacer, de se tenir, dégageait une autorité et une compétence absolue. Une cinquantaine d'années, gris parmi des cheveux coupés courts, des pattes d'oie autour d'yeux qui avaient vu des choses inimaginables. Il portait son uniforme kaki orné de rubans qui racontait des décennies de guerre. Silver Stars, Bronze Stars avec mention de bravoure, Purple Hearts. Le trident Seal sur sa poitrine était poli par des années de port quotidien. Il descendit la ligne lentement, scrutant chaque candidat avec une intensité qui les rendait nerveux. Ces hommes et cette femme avaient été survécus à la semaine de l'enfer, prouver leur dureté. Sous le regard de Garrison, ils se sentaient comme des enfants. Il s'arrêta devant Carter, étudia son visage, passa son chemin. S'arrêta devant Donovan, hocha légèrement la tête, passa. Arriva devant Hailey et s'immobilisa. Ses yeux remontèrent d'abord vers son visage, l'œil au beurre noir, les points de suture, les preuves visibles de la semaine de l'enfer. Puis, ils descendirent vers son épaule. Sa combinaison de plongée moulait son corps, le contour du tatouage transparaissait à travers le tissu. L'angle du soleil faisait clairement ressortir le motif, l'écusson des forces spéciales, les plaques d'identification, la date. Quelque chose changea sur le visage de Garrison. Ses yeux s'élargirent, sa mâchoire se crispa. Il se pencha en avant, examinant le tatouage de plus près, comme pour confirmer ce qu'il voyait. La promotion entière sentit le décalage. Les instructeurs échangèrent des regards. Les candidats retinrent leur souffle. Le visage de Garrison passa par toute une série d'émotions. Reconnaissance, choc, chagrin. Et autre chose, quelque chose de plus profond. Il se redressa. Sa voix porta dans le silence du terrain. « Lieutenant Bennett. »« Oui, monsieur. » La voix de Hailey resta ferme, mais son cœur battait à tout rompre. Avancez d'un pas. Elle sortit du rang, se mit au garde-à-vous devant le commandant. Derrière elle, elle sentait le regard de toute sa promotion. La perplexité de Carter, l'inquiétude de Donovan, la curiosité des instructeurs. « Ce tatouage, » dit Garrison à voix basse, à peine audible au-delà de deux, mais dans le silence, tous tentèrent l'oreille. L'écusson des forces spéciales, les plaques d'identification, la date du 14 avril 2009, ce n'était pas une question, c'était une reconnaissance. « Expliquez-moi, lieutenant. » La gorge de Hailey se serra. C'était sa douleur intime, son mémorial secret. Elle n'en parlait à personne. Mais c'était un ordre direct d'un commandant. Elle prit une inspiration. « Capitaine David Bennett, monsieur. 7e groupe des forces spéciales. Tué au combat, province d'Anbar, Irak, le 14 avril 2009. » Les mots tombèrent comme des bombes sur le terrain. Garrison ferma brièvement les yeux, comme s'il encaissait un coup physique. « Votre père ?» demanda-t-il, bien que son ton suggère qu'il connaissait déjà la réponse. « Oui, monsieur. » Le silence s'étira. Hailey entendait l'océan au loin, le vent traversait le terrain, son propre cœur tonnait à ses oreilles. Le commandant rouvrit les yeux. Ils étaient humides. Puis, il fit quelque chose de sans précédent dans l'histoire du BUD/S. Il se mit au garde-à-vous, parfaitement raide, épaules en arrière, menton relevé. Sa main droite se leva en un salut net, tenu avec une précision absolue. Saluer un subordonné, quelque chose qu'un commandant ne fait jamais. Les instructeurs se figèrent, les candidats fixèrent la scène, abasourdis. « J'ai servi avec le capitaine David Bennett, » dit Garrison, la voix lourde d'émotion, mais portant clairement à travers le terrain.
7e groupe des forces spéciales, province de Diyala, 2007. C'était l'un des meilleurs soldats que j'ai jamais connus, l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus. Des larmes piquèrent les yeux de Hayley. Elle rendit le salut, la main tremblante. Il m'a sauvé la vie, poursuivit Garrison. J'ai été touché pendant une embuscade. Le capitaine Bennett m'a porté sur 3 kilomètres sous le feu, m'a maintenu en vie, m'a amené jusqu'au point d'évacuation. J'étais lieutenant Seal à l'époque, attaché à son unité pour une opération conjointe. Il n'avait aucune obligation de me sauver. Les Seals n'étaient pas sa responsabilité. Mais il l'a fait quand même, parce que c'était comme ça qu'il était. La voix de Garrison se brisa. J'ai parlé à sa cérémonie d'hommage. J'ai vu le drapeau être plié. Il marqua une pause, se ressaisit. Je ne savais pas qu'il avait une fille dans l'armée. Il est mort 3 jours avant mes 18 ans, monsieur, dit Hayley calmement. Avant que je sois diplômé du lycée, avant que j'aille à West Point. Il n'a jamais su que je suivrais ses pas dans le service. Garrison abaissa son salut. Hayley en fit autant. Mais il l'aurait su, dit Garrison. Il a parlé de vous pendant ces 3 kilomètres. Il restait conscient en me racontant des histoires sur sa fille. Comme vous étiez intelligente, déterminée, comme vous n'aviez jamais abandonné quoi que ce soit depuis que vous étiez petite et essayiez de grimper dans des arbres trop hauts pour vous. Un sanglot tenta de remonter dans la gorge de Hayley. Elle le ravala. Il m'a dit, continua Garrison, que si vous décidiez un jour de servir, vous seriez imparable, parce que vous aviez son entêtement et l'intelligence de votre mère. Il m'a dit, je cite, « Ma fille ne connaît pas le sens du mot abandon, c'est pas dans son ADN. » La promotion était dans un silence total. Certains candidats avaient des larmes ruisselant sur les joues. Garrison s'approcha. Sa voix se fit assez basse pour qu'elle seule entende. « Ces plaques d'identification dans votre tatouage, ce sont les siennes ? » ?»« Oui, monsieur. Je les ai fait fondre et mélanger à l'encre. » »« Mon Dieu. » La voix de Garrison était presque un murmure. Il portait ces plaques dans le combat qui l'a tué. Je les ai vues à sa cérémonie. Il recula d'un pas, s'adressant maintenant à toute la promotion, retrouvant sa voix de commandement. Je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose. Le lieutenant Bennett n'est pas ici grâce à son père. Elle ne se hisse sur l'héritage de personne. Elle est ici parce qu'elle l'a mérité. Comme chacun d'entre vous l'a mérité. Elle a survécu à la semaine de l'enfer. Elle saigne, elle est brisée, et elle est encore debout. Pas à cause d'un tatouage ou d'un père célèbre, parce que c'est une guerrière. Il se tourna vers Hayley. Votre père serait incroyablement fier, et moi aussi. Puis le commandant Robert Garrison, légende, héros, l'homme qui avait vu et fait des choses qui resteraient classifiées, la salua une seconde fois. Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. La formation fut dispersée, mais le poids de ce qui venait de se passer demeurait, dense comme de la fumée. Les candidats bougeaient lentement, traitant l'information, chuchotant entre eux. Plusieurs s'approchèrent de Hayley avec un respect nouveau dans le regard. Mais elle ne pouvait pas gérer leur attention en cet instant. Elle avait besoin d'air, d'espace, de temps pour assimiler que l'héritage de son père venait de percuter son présent de la manière la plus inattendue. Le commandant Garrison capta son regard et désigna la plage du Menton. « Marchez avec moi, lieutenant. Ce n'était pas une suggestion. » Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, laissant la base derrière eux. L'Atlantique s'étendait devant eux à l'infini, ses vagues roulant dans un rythme hypnotique. Les pieds de Hayley lui faisaient mal à chaque pas, son corps protestait, mais elle ignorait tout cela. La douleur était passagère, cet instant était tout. « Désolé de vous avoir mis en avant tout à l'heure, » finit par dire Garrison, « mais quand j'ai vu ce tatouage, quand j'ai reconnu la date, je n'ai pas pu rester silencieux. » « C'est rien, monsieur. »« Si, c'est important. Votre deuil est intime. Le mémorial à votre père est personnel. Je n'avais aucun droit de l'exposer comme ça. » Il s'arrêta, lui fit face. « Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Votre père ne m'a pas seulement sauvé la vie ce jour-là. Il l'a changée. » Hayley attendit, la gorge trop serrée pour parler. « Le 12 avril 2007, commença Garrison, le regard perdu dans le souvenir. On menait une opération conjointe. Seal et forces spéciales travaillant ensemble pour nettoyer une place forte de l'ennemi dans la province de Diyala. C'était censé être une mission de routine, du renseignement. Ça a viré au cauchemar.
Il ramassa un morceau de bois flotté, le fit tourner entre ses doigts. On s'est fait prendre dans une embuscade dans un lit de rivière à sec. 50, peut-être 60 combattants ennemis. Ils tenèrent les hauteurs et on était dans une zone de tir parfaite pour eux. J'ai pris une balle de Kalachnikov dans la jambe, une autre dans le flanc. Je suis tombé lourdement. Mon équipe était clouée au sol et je me vidais de mon sang. La poitrine de Hayley se serra. Votre père était à 50 mètres avec son équipe. Ils avaient leur propre fusillade à gérer. Il aurait pu rester à sa position, attendre l'appui aérien. Personne ne lui en aurait voulu. La voix de Garrison s'épaissit. Au lieu de ça, il a confié le commandement à son sergent. Il a embarqué un médecin avec lui et il a traversé les tirs croisés pour venir jusqu'à moi. Bon Dieu, souffla Hayley. Des balles partout, des roquettes, le chaos complet. Il est arrivé jusqu'à moi et la première chose qu'il m'a dite, c'est « T'as l'air en sale état, marin ». Il a fait une blague pendant que des gens essayaient de nous tuer. Garrison sourit au souvenir. Avec son médecin, ils m'ont rafistolé sous le feu. Garrot, pansement compressif, tout. Puis il m'a chargé sur son épaule en portage de pompier et il s'est mis à avancer. Les yeux de Garrison brillaient. 3 kilomètres, 3 putains de kilomètres en territoire ennemi à porter ma carcasse parce que je pouvais pas marcher. Il a pris des tirs tout du long, des balles qui claquaient sur les rochers autour de nous. Il n'a jamais arrêté de parler. Il me maintenait conscient en me racontant des histoires. Des histoires sur quoi ? Demanda Hayley doucement. Sur vous. Les mots la frappèrent comme un coup. Il m'a parlé de la fois où vous aviez 7 ans et où vous avez décidé de grimper dans le plus grand arbre du quartier. Vous étiez à mi-chemin quand vous avez réalisé que vous aviez le vertige. Mais au lieu d'appeler à l'aide, vous avez continué à grimper jusqu'au sommet, juste pour prouver que vous pouviez le faire. Hayley rit à travers ses larmes. Je m'en souviens. Maman était furieuse. Il m'a parlé de votre exposition de sciences en 4e, comment vous aviez construit la maquette d'un pont qui a remporté le premier prix. Il m'a parlé de votre admission à West Point, à quel point il était fier, à quel point il avait peur. La voix de Garrison se brisa. Il m'a dit « Ma fille va servir, je le sais. Elle a ce regard, le même que j'avais à son âge, et je suis terrifié parce que je sais ce que cette vie coûte, mais je suis aussi fier parce que je sais qu'elle sera extraordinaire. » Hayley ne put plus retenir les sanglots. Il m'a maintenu en vie en parlant de vous pendant 3 kilomètres. Quand on est arrivé au point d'extraction, je connaissais toute votre vie. Je savais que votre couleur préférée était le bleu. Je savais que vous vouliez devenir pilote. Je savais que vous jouiez au football et que vous détestiez perdre. Je savais tout. Garrison s'approcha. Sa voix se fit douce. À sa cérémonie d'hommage, je vous ai cherché. J'ai vu une jeune femme en robe noire à côté de sa mère, toutes les deux dévastées. Je voulais vous dire ce que votre père avait fait, ce que ça représentait. Mais vous étiez entouré de monde et je n'avais pas les mots. Vous étiez là, murmura Hayley. Au premier rang, je portais mon uniforme bleu. J'ai salué quand le drapeau a été plié. Et je me suis fait une promesse. Si je rencontrais un jour la fille de David Bennett, je lui dirais la vérité sur son père. Il croisa son regard. Votre père était un héros, pas à cause des médailles ou des citations. Parce que face à un choix impossible, sa sécurité ou le sacrifice, il a choisi le sacrifice. À chaque fois, il était comme ça. Hayley essuya ses larmes du dos de la main, y laissant des traînées de sel et de sable. « Le tatouage », dit-elle d'une voix plus assurée. Ici, tout le monde croyait que c'était un truc à la mode sur Instagram. Ils se sont moqués de moi pour ça. Ils m'appelaient Tatou, disaient que j'essayais de paraître dur. L'expression de Garrison s'assombrit. Qui s'est moqué de vous ? Ça n'a plus d'importance. Il a abandonné pendant la semaine de l'enfer. Tant mieux, parce que s'il était encore là, j'aurais quelques mots à lui dire. La voix de Garrison était d'acier. Mais c'est ça, la vérité. Elle finit toujours par sortir. Ces candidats qui se sont moqués de vous, ils découvrent en ce moment qu'ils ont jugé un livre à sa couverture. Ce tatouage n'est pas une mode, c'est un mémorial, c'est de l'amour rendu permanent. Il toucha doucement son épaule. Vous avez fait fondre ces plaques dans l'encre. C'est profond. Ces plaques étaient autour de son cou quand il est mort. Oui, monsieur. L'armée les a rendues à ma mère. Elle me les a données pour mes 18 ans, 3 jours après ses funérailles. Elle m'a dit « Ton père
voudrait que tu les aies. Je les ai gardées pendant des années, mais elles me semblaient être un poids que je ne pouvais pas porter. Alors j'ai trouvé un moyen de le porter avec moi pour toujours, littéralement, en partie de moi. Garrison hocha lentement la tête. Il est avec vous chaque jour, chaque entraînement, chaque obstacle, chaque moment où vous voulez abandonner. Il est là. C'est pour ça que je ne peux pas abandonner, dit Hayley avec ferveur. Tout le monde croit que je suis ici pour honorer sa mémoire, mais c'est plus que ça. Je suis ici pour terminer ce qu'il a commencé. Il est mort en croyant au service, au sacrifice, à la protection des autres. Je ne peux pas laisser ça ne rien signifier. Ça ne signifie pas rien, ça signifie tout. Garrison fit un geste vers la base. Mais il faut que vous compreniez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas votre père, vous n'avez pas à l'être. Hayley fronça les sourcils. Comment ça ? Votre père était un soldat extraordinaire, mais c'était aussi un homme, imparfait, humain, aux prises avec ses propres démons. Il portait la culpabilité d'être loin de vous et de votre mère. Il se demandait si son service valait le sacrifice imposé à sa famille. Il n'était pas parfait. La voix de Garrison s'adoucit. N'essayez pas de devenir lui. Ne laissez pas son ombre vous définir. Honorez-le en étant la meilleure version de vous-même, pas une copie de lui. Vous comprenez ? Hayley hocha la tête, la sagesse pénétrant en elle. En plus, continua Garrison, il faut que vous sachiez quelque chose. Votre père ne voulait pas que vous suiviez ses pas dans les opérations spéciales. Il me l'a dit pendant ce portage. Il m'a dit « Si Hayley rejoint l'armée, j'espère qu'elle choisira quelque chose de plus sûr. Renseignements, logistique, n'importe quoi, sauf la pointe de la lance. » Un rire jaillit des lèvres de Hayley. Il aurait dû mieux me connaître. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai répondu « Capitaine, si votre fille vous ressemble, lui interdire quelque chose est le moyen le plus rapide de la pousser à le faire. » Il a ri et il m'a dit « Bien vu ». Ils se remirent à marcher, longeant le rivage. « Vous croyez qu'il serait en colère que je sois ici ?» demanda Hayley doucement. « À essayer de devenir Seal ?» Garrison réfléchit. Honnêtement, il serait terrifié. Tout parent s'inquiète pour la sécurité de ses enfants. Mais en colère ? Non. Il serait fier au-delà des mots, parce que le chemin que vous suivez est brutal, dangereux, et la plupart échouent. Mais vous êtes encore debout. Vous avez survécu à la semaine de l'enfer. Vous avez gagné votre place ici. Il s'arrêta de nouveau et lui fit face. Le tatouage dont tout le monde se moquait, il représente la motivation la plus puissante que j'ai jamais vue. Vous n'êtes pas ici pour la gloire ou pour défendre une thèse sur les femmes et au combat. Vous êtes ici parce que vous comprenez le sacrifice à un niveau cellulaire. Vous avez perdu votre père au service. Et au lieu de fuir, vous avez couru vers lui. Ça demande un courage que la plupart ne peuvent pas concevoir. Parfois, je me demande si je suis folle, admit Hayley. Si tout ça est sain, ou juste un deuil compliqué. Probablement les deux, dit Garrison franchement. Et c'est ok. Le deuil ne suit pas de règles, mais laissez-moi vous demander, quand vous êtes dans la piscine, sur le parcours du combattant, en train de souffrir, qu'est-ce que vous ressentez ? Hayley y réfléchit. Une raison d'être, comme si j'étais exactement à la place qu'il me faut, comme si toute la douleur, toute la lutte, ça avait un sens. Alors vous êtes au bon endroit, sourit Garrison. Votre père comprendrait ça. Il ressentait la même chose à propos de son propre service. Ils marchèrent quelques minutes dans un silence apaisé, puis il reprit la parole. « J'ai quelque chose pour vous dans mon bureau. » Il sortit son téléphone. « Donnez-moi votre adresse mail, je vous l'envoie ce soir. » Hayley récita son adresse, intriguée. « C'est quoi ?»« Après que votre père m'a sauvé, je lui ai écrit une lettre. Pour le remercier de ma vie, pour lui dire ce que ça représentait. Il n'a jamais répondu. Il a été redéployé trop vite. Mais j'en ai gardé une copie. Vous devez la voir. » Les larmes menacèrent à nouveau, mais Hayley les refoula. « Merci, monsieur. Ça représente énormément. » Encore une chose. Le ton de Garrison redevint sérieux. Ce qui s'est passé aujourd'hui, moi vous saluant, partageant l'histoire de votre père, ça change la dynamique de votre promotion. Certains candidats vous respecteront davantage. D'autres pourraient mal supporter cette attention. Vous devez vous préparer aux deux. Je comprends. Bien. Parce que le BUD/S n'est pas terminé. Il vous reste la deuxième phase, la troisième, et la qualification SEAL avant de gagner ce trident. La route à venir est encore brutale. Je sais, monsieur.
Mais vous ne la parcourrez plus seul. Garrison tendit la main. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, conseil, soutien, quelqu'un à qui parler de votre père, vous me contactez. Ce n'est pas une politesse, c'est un ordre. Hayley lui serra la main, sentant la force de sa poigne. Merci, commandant. Pour tout. Pour avoir été là quand mon père est mort. Pour lui avoir sauvé la vie en lui permettant de vous sauver la vôtre. Pour m'avoir raconté ces histoires. C'est le moins que je puisse faire pour la fille de David Bennett. Ils retournèrent ensemble vers la base. En approchant du terrain, Hayley vit sa promotion en pleine séance de pompe. Sanction pour avoir parlé en son absence. Retournez à l'entraînement, dit Garrison. Montrez-leur à quoi ressemble la détermination des Bennett. Oui, monsieur. Il commença à s'éloigner, puis se retourna. Lieutenant, votre père m'a dit une dernière chose pendant ce portage. Il a dit, si je ne rentre pas, dis à ma fille que je l'aime, dis-lui que je suis fier d'elle. Dis-lui d'être courageuse. Hayley retint son souffle. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire jusqu'à aujourd'hui. La voix de Garrison était douce. Votre père vous aimait. Il était fier de vous. Et il veut que vous soyez courageuse. Il salua une dernière fois, puis s'éloigna. Hayley resta là, les vagues s'écrasant derrière elle. Le poids de l'héritage et de l'amour de son père s'installait sur ses épaules comme une armure. Elle n'était plus seulement Hayley Bennett, elle était la fille du capitaine David Bennett, et elle allait gagner ce trident, pour lui, pour elle-même, pour tous ceux qui croyaient en elle. Les moqueries étaient terminées, le vrai voyage commençait. La nouvelle se répandit dans la communauté de l'entraînement SEAL comme une traînée de poudre. Au repas du soir, tout le monde savait. La candidate au tatouage n'était pas une apprentie qui jouait à se faire passer pour une dure. C'était la fille du capitaine David Bennett, ce même capitaine Bennett devenu une légende dans les cercles des opérations spéciales. Ce même homme qui avait reçu une Silver Star à titre posthume pour ses actes dans la province d'Anbar. Hayley sentit le changement dès qu'elle entra dans le mess. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent. Mais cette fois, les regards n'étaient ni moqueurs, ni dédaigneux. Ils étaient respectueux, curieux, parfois presque révérencieux. Elle détesta cela. Carter lui fit signe de s'approcher d'une table où Donovan et Tanaka étaient assis. « Viens avec nous. On fera diversion. » « Pas besoin de protection, dit Hayley, mais elle s'assit quand même. Pas de la protection, de la solidarité. Carter poussa un plateau vers elle. « Mange, il te faut des calories. » Elle picora, consciente des chuchotements autour d'elle. Un groupe d'instructeurs à une table voisine continuait de jeter des regards dans sa direction. 2 candidats d'une autre promotion s'approchèrent pour lui serrer la main, lui dire que leur père avait servi avec le capitaine Bennett. C'était écrasant. « Ça va ?» demanda Donovan doucement. « Je voulais juste être SEAL, répondit Hayley. Pas un symbole, pas une histoire, juste SEAL. Trop tard, lança Tanaka, qui parlait habituellement peu. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mon grand-père était un Tuskegee Airman. Il a combattu à la Seconde Guerre mondiale. J'ai grandi avec son héritage au-dessus de la tête, les gens qui s'attendaient à ce que je sois aussi courageux que lui. Il m'a fallu des années pour comprendre que son héritage n'était pas un fardeau. C'était un cadeau. » Hayley le regarda, surprise. Tanaka partageait rarement quoi que ce soit de personnel. « Comment t'as compris ça ?» En acceptant que je pouvais l'honorer sans devenir lui. Je ne suis pas mon grand-père, je suis moi. Mais son courage vit en moi, m'influence, me rend meilleur. Tanaka haussa les épaules. Le courage de ton père vit en toi. C'est pas un fardeau, c'est un super pouvoir. Avant que Hayley puisse répondre, un remous à l'entrée du mess attira l'attention générale. Brandon Holloway venait d'entrer. Il avait l'air mal en point, plus mince, plus pâle, des cernes sombres sous les yeux. Il était à l'hôpital depuis 3 jours, en convalescence après ses lésions rénales et son hypothermie sévère. Tout le monde le croyait fini avec le BUD/S. Pourtant, il était là, en tenue d'entraînement. Le mess se figea dans le silence. Les yeux de Holloway parcoururent la salle et se posèrent tant sur Hayley. Pendant un long moment, ils se dévisagèrent. Elle vit quelque chose de différent dans son expression. De la honte, du regret, peut-être même du respect. Il marcha droit vers leur table. Carter se raidit, prêt à intervenir. Donovan et Tanaka échangèrent un regard. Hayley resta immobile, l'observant approcher. Holloway s'arrêta devant elle et se mit au garde-à-vous. « Lieutenant Bennett, je peux vous parler dehors ?»
Tous les yeux du mess étaient sur eux. Hayley se leva lentement. « D'accord. » Ils sortirent mollir sur la véranda qui dominait l'océan. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. Les vagues s'écrasaient contre la côte dans un rythme régulier. « J'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui, » commença Holloway, la voix rauque. « Le commandant Garrison, l'histoire de ton père. » Hayley ne dit rien. Elle attendait. « J'ai quelque chose à te dire sur moi. Quelque chose dont je ne suis pas fier. » Il fixait l'océan, incapable de croiser son regard. « Mon père est l'adjudant-chef Frank Holloway, Marine Corps des États-Unis, en retraite, 2 Purple Hearts, Bronze Star, avec mention de bravoure. C'est un véritable héros de guerre. » Il marqua une pause, déglutit. « En grandissant, j'étais le fils de l'adjudant Holloway. Tout ce que je faisais était comparé à lui. Au football, ton père était plus dur. À l'école, ton père était plus malin. Je n'arrivais jamais à lui arriver à la cheville. Alors, j'ai arrêté d'essayer de lui ressembler. Et j'ai commencé à essayer d'être meilleur que tout le monde. Plus bruyant, plus fort, plus dominant. » Hayley commença à comprendre. « Quand je suis arrivé au BUD/S, j'ai cru que c'était ma chance de prouver quelque chose, de sortir enfin de son ombre. Et puis t'es arrivé avec ce tatouage et je... » Il leva enfin les yeux vers elle. J'ai vu mes propres complexes me revenir en pleine figure. Quelqu'un d'autre qui portait l'héritage d'un père. Quelqu'un d'autre qui supportait ce poids. Et au lieu de reconnaître une âme sœur, je t'ai attaqué pour ça. « Pourquoi ?» demanda Hayley doucement. « Parce que si toi, tu pouvais porter l'héritage de ton père avec dignité et grâce, alors que moi, je n'étais qu'un gamin en colère cherchant à prouver quelque chose, qu'est-ce que ça disait de moi ?» Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je me suis moqué de toi parce que j'étais terrifié par ma propre médiocrité. Je t'appelais Tatou, parce que je voulais pas que les gens regardent de trop près ce que ce tatouage signifiait vraiment. Parce que s'ils le faisaient, ils verraient que t'étais ici pour les bonnes raisons, et que moi, je fuyais juste l'ombre de mon père. » Il essuya rudement ses yeux. « J'ai appelé mon père depuis l'hôpital. Je lui ai dit que j'avais abandonné. Tu sais ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit « Tant mieux. T'étais pas là pour les bonnes raisons de toute façon. Ça m'a brisé. Mon père voyait à travers tout. Toutes mes bravades, toutes mes conneries. Il savait que j'étais là à essayer de rivaliser avec lui, pas à servir quelque chose de plus grand. »« Et qu'est-ce que tu fais ici alors ?» demanda Hayley. « J'ai dit au médecin qu'il fallait que je revienne. J'ai dit à la commission médicale que j'étais en assez bonne santé. J'ai menti, supplié, tiré toutes les ficelles que je pouvais. » La voix de Holloway était maintenant ardente. « Parce que dans ce lit d'hôpital, j'ai compris quelque chose. Je veux pas abandonner, pas à cause de l'héritage de mon père, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je veux vraiment être SEAL, je veux servir. Et je peux pas faire ça si je suis rempli de rancœur et de complexes. » Il croisa son regard directement. « Je te demande pardon. Pas parce que je le mérite, mais parce qu'il faut que je commence à réparer les choses. Ce que je t'ai fait, les moqueries, la cruauté, le harcèlement, c'était impardonnable. J'ai rendu ton entraînement plus dur que nécessaire. J'ai essayé de te briser parce que j'étais déjà brisé. » Hayley l'observa longuement. Ce n'était plus la brute arrogante de la première phase. C'était quelqu'un qui avait été pulvérisé et qui essayait de se reconstruire en quelque chose de meilleur. « Tu m'as fait du mal, » dit-elle franchement. « Pas physiquement, mais t'as rendu chaque journée plus difficile. Tu m'as fait douter de ma place ici. T'as utilisé mon deuil comme une arme. Je sais. Je suis tellement désolée. Mais, continua-t-elle, la semaine de l'enfer m'a appris quelque chose. Elle dépouille de toutes les conneries et révèle qui les gens sont vraiment. Toi, t'as abandonné. T'as atteint ton point de rupture et t'as tiré la cloche. Ça aussi, ça demande du courage. Reconnaître ses limites. J'aurais pas dû abandonner. Peut-être que t'en avais besoin. Peut-être qu'il fallait que tu te brises complètement pour pouvoir te reconstruire correctement. » Elle lui tendit la main. « Tu veux regagner du respect ? Arrête de parler et commence à le prouver. Ici, les actes valent plus que les excuses. » Holloway lui serra la main avec gratitude. « Je suis renvoyé à la promotion suivante. Je recommence la semaine de l'enfer du début. Ordre médical. » Il sourit faiblement. « Quand je passerai, et je passerai, peut-être qu'on servira ensemble un jour. » « Peut-être, » accorda Hayley. Ils restèrent là un moment dans un silence apaisé, à regarder le soleil glisser sous l'horizon. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Holloway.
Quand je me moquais de toi, que je t'appelais Tatou, que je faisais ces blagues, est-ce que t'as jamais pensé à abandonner ?» Hailey envisagea de mentir, puis choisit la vérité. « Tous les jours. Qu'est-ce qui t'a arrêté ?» Elle toucha inconsciemment son épaule, sentit le tatouage sous le tissu. « Mon père n'a pas abandonné quand les balles volaient. Il n'a pas abandonné en transportant un cil blessé en territoire ennemi. Il n'a pas abandonné face à la mort. Comment je pouvais abandonner parce que quelqu'un me traitait de nom ?» Holloway hocha lentement la tête. « Ton père serait fier de toi. » Le commandant Garrison a dit la même chose. Il a raison. Holloway se redressa. « Je devrais te laisser retourner manger, mais merci. De m'avoir écouté, de pas m'avoir craché au visage, de m'avoir donné une chance de m'excuser. On porte tous quelque chose, Holloway. L'héritage de ton père n'est pas un fardeau, c'est un défi. Sois à la hauteur. » Il acquiesça et s'éloigna, le maintien curieusement plus droit qu'avant. Carter apparut à côté d'elle, 2 tasses de café à la main. Ça avait l'air intense. Il s'est excusé ? Vraiment excusé. Tu le crois ? Je crois qu'il croit en lui-même. S'il le suit dans les actes ou pas, le temps le dira. Elle prit le café avec reconnaissance. « T'es plus indulgente que je le serais, » dit Carter. « Je le pardonne pas pour lui, je le pardonne pour moi. Porter de la colère et de la rancœur, c'est du poids supplémentaire dont j'ai pas besoin pendant l'entraînement. » Elle haussa les épaules. « Et puis, tout le monde mérite une chance de rédemption. » Carter cogna sa tasse contre la sienne. « Sage parole, Bennett. Ton père qui t'a appris ça. Ma mère, en fait. Après sa mort, elle aurait pu devenir amère. Elle a choisi la grâce. Elle a honoré sa mémoire en vivant bien, pas en se noyant dans le chagrin. Femme intelligente, la plus intelligente. » Ils burent leur café et regardèrent l'obscurité tomber sur l'Atlantique. Demain apporterait de nouveaux défis. L'épreuve de compétences en piscine, réputée pour briser les survivants de la semaine de l'enfer. La deuxième phase, c'était l'intensification des jeux mentaux, là où les instructeurs essayaient activement de vous noyer pour tester votre sang-froid. Mais ce soir, Hailey ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis son arrivée au BUD/S, la paix. L'histoire de son père était connue. Les moqueries avaient cessé. Holloway s'était excusé. Le commandant Garrison lui avait apporté un apaisement sur les dernières années de son père. Il n'était plus seul. « Carter, » dit-elle doucement, « merci. » Pourquoi ? Pour avoir été correcte dès le début, pour ne pas être joint aux moqueries, pour avoir été un bon binôme. Il lui donna un coup d'épaule. « On est coéquipiers, Bennett. C'est ce que font les coéquipiers. On se couvre les arrières, surtout quand ça devient dur. » « Ça va devenir plus dur. » « Je sais. Mais on l'affrontera ensemble. » Ils finirent à leur café et regagnèrent la chambrée. Demain les testerait de nouvelles façons. Mais ce soir, ils avaient oigné un instant de paix. Et dans l'obscurité, Hailey sentait la présence de son père. Pas comme un fardeau ou une attente, comme une main rassurante posée sur son épaule, la guidant vers l'avant. Elle était prête pour la suite. La deuxième phase, c'était la noyade. C'est en tout cas ce que ça donnait comme sensation. L'épreuve de compétence en piscine consistait à passer des heures sous l'eau pendant que les instructeurs sabotaient activement votre équipement, coupant votre arrivée d'air, nouant vos tuyaux, arrachant votre masque. Et tout cela en restant calme, en résolvant les problèmes, en prouvant que vous ne paniqueriez pas. Hailey y était mauvaise au début. Sa première séance se solda par une remontée précipitée, suffocante et toussante, l'échec inscrit sur le visage de l'instructeur. 3 autres candidats avaient échoué aussi. Ils devaient repasser l'épreuve l'après-midi même. « Tu réfléchis trop », lui dit Carter pendant la pause déjeuner. Ils étaient assis au bord de la piscine, étudiant l'équipement de plongée. « Quand il t'arrache le masque, ton instinct, c'est de paniquer. Combat cet instinct. Accepte le chaos. » Facile à dire pour toi. T'as réussi. De justesse. Il lui montra la technique pour vider un masque inondé. L'astuce, c'est de traiter ça comme un jeu. Les instructeurs essaient de te faire paniquer. Leur fais pas ce plaisir. L'après-midi, Hailey replongea. Un instructeur lui arracha aussitôt le masque, coupa son air et noua son détendeur de secours. Sous l'eau, aveugle, incapable de respirer, elle sentit la panique griffer sa gorge. Puis, elle entendit la voix de son père. Un souvenir d'enfance, quand elle était tombée dans une piscine et avait paniqué. « Arrête de te débattre, réfléchis. Résous le problème. » Hailey cessa de lutter.
Elle progressa méthodiquement à travers chaque difficulté, trouva son détendeur de secours, dénoua le tuyau, rétablit l'arrivée d'air, récupéra son masque, le vida, équilibra ses oreilles. Tout cela pendant que ses poumons hurlaient pour de l'oxygène. Quand elle termina la tâche et fit le signe « OK » à l'instructeur, elle vit dans ses yeux une approbation à contre-cœur. Elle avait réussi. La dynamique de la promotion avait complètement changé après la visite du commandant Garrison. Les candidats qui avaient été neutres soutenaient maintenant Hayley activement. Ils calèrent son rythme pendant les courses, la sécurisaient sur les parcours d'obstacles, partageaient un peu de nourriture quand elle avait besoin de calories. Mais le changement le plus surprenant venait de Donovan. Le grand gaillard du Michigan était resté silencieux pendant la première phase. Il n'avait jamais participé aux moqueries de Holloway, mais ne les avait jamais arrêtées non plus. Maintenant, il s'autoproclamait le garde du corps officieux de Hayley. Un problème ? Grognait-il à quiconque la regardait de travers. Pendant le conditionnement au combat, où les candidats devaient se battre avec agressivité, Donovan veillait à ce que personne ne cherche à porter de coups bas à Hayley. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda-t-elle un soir. Donovan resta silencieux un moment, nettoyant son fusil. « J'ai 2 filles, 8 et 10 ans. Elles vont grandir dans un monde où des femmes comme toi font tomber des barrières. Je veux qu'elles sachent que leur papa s'est tenu aux côtés des guerrières, pas contre elles. Je fais pas tomber des barrières pour tes filles, je fais ça pour moi. Je sais, c'est ce qui rend ça important. » Il la regarda gravement. « Mes vont me demander un jour si les femmes peuvent être SEALs. Je veux pouvoir leur parler du lieutenant Hayley Bennett qui a survécu à la semaine de l'enfer et gagné son trident. Je veux qu'elles sachent que leur papa a eu l'honneur de servir à ses côtés. » Hayley sentit sa gorge se serrer. « Je l'ai pas encore gagné. »« Tu vas le gagner ?» La 3e phase apporta de nouveaux défis. Combat terrestre, tir, tactique, démolition. C'était là que les candidats apprenaient à devenir des guerriers, pas seulement des athlètes. Hayley y excellait. Des années d'entraînement à West Point, combinées à une aptitude naturelle, faisaient d'elle un excellent tireur. Pendant les épreuves de qualification, elle dépassait la plupart de sa promotion. Sur le champ de tir de démolition, elle calculait les schémas d'explosion avec une précision mathématique. « Bennett, t'es doué pour ça », commenta l'instructeur pendant les exercices d'effraction. « T'as déjà pensé à devenir instructrice SEAL ? Tu vas l'être. » La confiance des instructeurs était nouvelle. Avant, ils étaient neutres, traitant tout le monde avec la même brutalité. Mais après la visite de Garrison, après son amélioration en compétences sous-marines, après l'avoir vue exceller au tir, ils ont commencé à la traiter différemment. Pas plus tendrement, mais avec respect. Un soir, la promotion faisait des exercices de navigation nocturne en montagne. Ils étaient répartis en équipes de 4, recevaient des coordonnées et devaient atteindre des points de contrôle uniquement avec une carte et une boussole. L'équipe de Hayley comprenait Carter, Donovan et un candidat nommé Hollister, un ancien marine qui s'était d'abord montré sceptique sur les femmes au combat, mais qui s'était radouci avec Hayley après la semaine de l'enfer. Il faisait bonne progression quand Hollister posa mal le pied. Sa cheville se tordit avec un craquement sonore. Putain. Il s'effondra. Hayley s'agenouilla immédiatement à ses côtés. « Bouge pas, laisse-moi vérifier. » Elle examina la cheville avec une efficacité bien rodée. Œdème déjà visible, probablement une mauvaise entorse ou une fracture mineure. Hollister était un dur, mais des larmes de douleur et de frustration coulaient sur son visage. « Je peux pas marcher, » dit-il. « Allez-y sans moi, j'appellerai pour une évacuation. » « On finit en équipe, » dit Hayley fermement. « Bennett, sois réaliste. » Carter, brancard de fortune. « Donovan, aide-moi à stabiliser sa cheville. Hollister, tais-toi et laisse-nous travailler. » Ils construisirent un brancard avec des branches d'arbres et de la cordelette. Puis, à tour de rôle, ils transportèrent Hollister à travers la montagne, 6 kilomètres, à travers des pentes raides, des sentiers traîtres, des broussailles denses. Ça leur prit 5 heures. Ils arrivèrent au point de contrôle final, épuisés, les mains saignantes à force de tenir le brancard, le corps hurlant. Mais ils avaient terminé ensemble. L'instructeur au point de contrôle les étudia. « Hollister, pourquoi t'as pas appelé pour une évacuation ? » « Le lieutenant Bennett m'a pas laissé faire, instructeur. » L'instructeur regarda Hayley. « Tu sais que ça va plomber le temps de ton équipe.
Vous allez probablement finir dernier. Finir ensemble, instructeur, c'est ça qui compte. Un sourire passa sur le visage de l'instructeur. Fin de l'exercice. Le service médical s'occupera de la cheville de Hollister. Vous autres, beau boulot. Pendant qu'ils attendaient le médical, Hollister attrapa la main de Hayley. Merci. Je sais que je vous ai ralenti. Tu nous as pas ralenti. Tu fais partie de notre équipe. On laisse personne derrière. Elle lui pressa la main. C'est ce que mon père m'a enseigné. C'est ça, être SEAL. Carter et Donovan acquiescèrent. Quand le médical arriva, d'autres équipes rentraient. Elles avaient non pu terminer plus vite, affichaient de meilleurs temps. Mais elles auraient laissé Hollister derrière si elle était dans leur rang. Le senior chief Whitman rassembla la promotion ensuite. Ce soir, l'équipe du lieutenant Bennett a fini dernière. Leur temps est lamentable. Leur efficacité est nulle. Il marqua une pause. Mais ils ont démontré quelque chose de plus important que la vitesse. Ils ont démontré l'intégrité de l'équipe. Ils ont démontré qu'une équipe ne vaut que par son maillon le plus faible, et que cette faiblesse est temporaire si l'équipe le soutient. Il regarda Hayley directement. C'est ça que font les SEAL. On laisse personne derrière. On fait pas passer la gloire personnelle avant le succès de l'équipe. Bennett l'a compris instinctivement. Vous autres feriez bien d'en prendre de la graine. Plus tard, dans la chambrée, Hayley trouva un mot sur sa couchette. Ton père m'a porté quand je ne pouvais plus marcher. Ce soir, tu as porté Hollister. L'héritage continue. Fier de toi. Commandant Garrison. Elle n'avait pas vu Garrison au point de contrôle. Il avait dû observer depuis quelque part dans l'obscurité. Elle plia soigneusement le mot et le rangea dans son casier à côté d'une photo de son père. Les semaines se confondirent. Plus de compétences en piscine, plus de combats terrestres, plus de démolitions, plus de douleur, d'épuisement, de triomphe et de croissance. La promotion continuait à se réduire. Blessures, échecs, abandons volontaires. Des 140 candidats du début, ils étaient 26 à entrer dans la phase finale. Hayley avait survécu. Carter, Donovan, Tanaka, Hollister, ils avaient tous survécu. La ligne d'arrivée était en vue. Mais d'abord venait l'épreuve finale. Un exercice complexe d'entraînement sur le terrain de plusieurs jours, qui déterminerait qui gagnait le trident et qui rentrerait les mains vides. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. L'exercice final était brutal. 72 heures d'opération continue. Navigation terrestre, scénario de combat, simulation de sauvetage d'otages, infiltration sous-marine, exercice à munitions réelles. Tout ce qu'ils avaient appris en 6 mois condensé en un dernier creuset. 26 candidats commencèrent. Tous ne finiraient pas. L'équipe de Hayley, composée de Carter, Donovan, Tanaka et 2 autres, fut chargée d'un sauvetage d'otages simulé. Ils devaient infiltrer une base ennemie, en réalité un centre d'entraînement, localiser et extraire 2 otages, joués par des figurants, et exfiltrer vers un point d'extraction sur la plage, pendant qu'une force adverse essaierait de les en empêcher. Facteur aggravant, c'était la nuit, ils avaient des munitions limitées, et le temps tournait au mauvais. Pluie et vent rendant tout plus difficile. « Bon, écoutez-moi bien », dit Hayley pendant la phase de planification. Elle avait été désignée chef d'équipe pour cette épreuve. On a 3 points d'entrée. La force adverse est estimée à 12. Nos avantages, surprise, vitesse, entraînement supérieur. Elle traça un plan dans la terre. L'équipe l'étudia, posa des questions, raffina les détails. C'était du vrai leadership. Pas seulement donner des ordres, mais collaborer, écouter, s'adapter. Quand ils se mirent en mouvement, Hayley sentit son cœur cogner. C'était ça. C'était là où tout avait mené. Ils s'infiltrèrent en silence, communiquant par signaux et mouvements bien rodés. L'enceinte se profila devant eux, sombre, menaçante. Quelque part à l'intérieur, les otages attendaient. « Maintenant », chuchota Hayley. Ils bougèrent comme des ombres. Carter désactiva le système d'alarme. Donovan fit sauter la porte avec des charges explosives. Tanaka et les autres assurèrent la couverture pendant que Hayley menait l'équipe d'entrée à l'intérieur. Des figurants jouant les combattants ennemis les engagèrent. Les munitions à blanc créèrent du chaos, du bruit, de la fumée, de la confusion. Mais l'équipe de Hayley progressait avec précision, nettoyant les pièces, restant disciplinée. Ils trouvèrent le premier otage dans une chambre du premier étage, le second dans une cellule au sous-sol. L'équipe sécurisa les 2 et entama l'exfiltration. C'est là que tout dérapa. La force adverse avait renforcé la sortie. Ce qui était censé être une force de 12 hommes en faisait maintenant le double. Les instructeurs ajoutèrent de la pression,
voyant comment l'équipe gérait les complications imprévues. « Contact arrière !» cria Donovan. Ils étaient piégés. Ennemis devant, ennemis derrière, otages à protéger. L'esprit de Hayley s'emballa. C'était ça, le test. Pas la prouesse physique, mais la prise de décision sous pression. Le leadership quand tout s'écroule. Tanaka, Carter sécurisaient les otages dans cette pièce. Donovan, Hollister tenaient l'arrière. Je vais chercher une sortie alternative. C'est pas le protocole, lieutenant, dit Hollister. Le protocole, ce sont des lignes directrices. La réalité est fluide. Faites-moi confiance. Elle avait étudié les plans du bâtiment de manière obsessionnelle. Il y avait un tunnel de service qui ne figurait pas sur la route officielle, mais elle l'avait repéré pendant la reconnaissance. C'était risqué, peut-être bloqué, peut-être gardé. Mais c'était leur seule chance. Suivez-moi. Elle les guida à travers des couloirs remplis de fumée et de bruit, les otages trébuchant entre eux, la force adverse pressant fort. Ils atteignirent l'entrée du tunnel de service. Verrouillé. Charge d'effraction, lança Hayley. Donovan posa la charge. L'explosion secoua le couloir. La porte céda vers l'intérieur. Ils s'engouffrèrent, traînant les otages. Le tunnel était sombre, étroit, claustrophobe. De l'eau gouttait du plafond. Quelque part derrière eux, la force adverse poursuivait. Avancez. Vous arrêtez pas. Ils émergèrent dans l'obscurité détrempée. La plage se trouvait à 200 mètres. Le bateau d'extraction attendait. Mais la force adverse avait anticipé cette route. Des tirs éclatèrent, toujours à blanc, mais assez réalistes pour déclencher l'adrénaline. Tir de couverture, faites avancer les otages, ordonna Hayley. Son équipe répondit instantanément. Donovan et Tanaka assurèrent la couverture pendant que Hayley, Carter et Hollister précipitaient les otages vers la plage. 75 mètres, 50, 25. Ils touchèrent l'eau et plongèrent, tirant les otages. Le bateau apparut à travers la pluie. L'équipe d'extraction les hala à bord. Ils avaient réussi. Pendant que le bateau filait au loin, Hayley s'effondra sur le pont, haletante. Son équipe gisait autour d'elle, tout aussi épuisée. « Ce tunnel, c'était génial, souffla Carter. Comment t'as su ? J'ai étudié, j'ai préparé, j'ai cherché des avantages. Hayley sourit à travers son épuisement. Mon père disait toujours que la planification empêche la performance médiocre. Le capitaine du bateau, en réalité, le senior chief Whitman, baissa les yeux vers eux. Temps de l'infiltration à l'extraction, 43 minutes, otages sécurisés sans perte. Solution improvisée à une opposition imprévue. Il hocha lentement la tête. Beau travail, lieutenant Bennett, beau travail à tous. 3 jours plus tard, les résultats finaux furent affichés. 23 candidats avaient passé toutes les exigences. 3 avaient échoué à divers éléments et seraient renvoyés à la promotion suivante. Hayley se planta devant la liste, cherchant son nom. Lieutenant Hayley Bennett, succès. Classement général, 7e sur 23, top 30%. Elle l'avait fait. Carter trouva son nom, 11e. Donovan, 15e. Tanaka, 5e. Hollister, 18e. Tous avaient réussi. « On va devenir SEALs », dit Carter, l'émerveillement dans la voix. « Pas encore », répondit Hayley. « Encore une chose. » Le jour de la remise des diplômes arriva sous le soleil de Floride. 23 candidats se tenaient en uniforme blanc d'apparat. Famille dans les gradins, instructeurs alignés au garde-à-vous. L'atmosphère était électrique. Célébration, soulagement, fierté. La mère de Hayley était assise au premier rang, les larmes ruisselant sur son visage. Elle serrait une photo du capitaine David Bennett en uniforme. Le commandant Garrison se tenait avec les instructeurs, en tenue bleue d'apparat, la poitrine couverte de rubans. La cérémonie commença. Le senior chief Whitman parla de la tradition de la guerre navale spéciale, des sacrifices de ceux qui les avaient précédés, de la responsabilité que ces nouveaux guerriers acceptaient. Puis vint le moment que tous attendaient, l'épinglage du trident. Un par un, les candidats s'avancèrent. Chacun reçut son insigne SEAL, l'aigle doré tenant un trident, un pistolet et une ancre. Le symbole dont chaque candidat avait rêvé, pour lequel il avait souffert et saigné. Petty Officer Carter. Carter s'avança. Sa mère épingla son trident, les larmes coulant. Petty Officer Donovan. La femme et les filles de Donovan épinglèrent son trident. La petite fixa son papa avec une adoration totale. Petty Officer Tanaka. Le grand-père de Tanaka, le Tuskegee Airman, épingla son trident d'une main tremblante.
La fierté rayonnait de son visage marqué par le temps. « Lieutenant Bennett !» Hayley s'avança, le cœur martelant. Le commandant Garrison fit un pas en avant. « J'ai demandé l'honneur, » dit-il doucement. « Votre père m'a sauvé la vie. Le moins que je puisse faire, c'est épingler le trident de sa fille. » La mère de Hayley les rejoignit, se tenant de l'autre côté. Ensemble, Garrison à sa gauche, sa mère à sa droite, ils épinglèrent le trident doré sur son uniforme. Le métal était froid contre sa poitrine, lourd, solide, réel. « Votre père vous regarde, » chuchota Garrison. « Il est tellement fier. »« Lui aussi est fier, » ajouta sa mère Tashaji, la voix brisée, tellement incroyablement fière. Hayley salua. Garrison et sa mère lui rendirent son salut. L'auditoire éclata en applaudissements. Là, dans son uniforme blanc, le trident scintillant sur la poitrine, Hayley sentit la présence de son père plus forte que jamais. Pas comme un fardeau ou une attente, mais comme une bénédiction. Son courage vivait en elle. Sa détermination coulait dans ses veines. Elle avait survécu au BOUD/S, surmonté les moqueries, enduré la semaine de l'enfer, maîtrisé l'épreuve en piscine, mené son équipe à travers l'exercice final. Elle avait gagné cela. Après la cérémonie, les candidats célébrèrent. Carter jeta ses bras autour de Hayley. « On l'a fait. On est vraiment SEALs. » Donovan la souleva de terre dans une étreinte d'ours. « Mes filles vont devenir folles quand elles te rencontreront. » Tanaka lui serra simplement la main avec fermeté. « Honoré de servir avec vous, Petty Officer Bennett. » Le senior chief Whitman approcha, son visage habituellement sévère adouci. « Bennett, tu m'as surprise. Première phase, je pensais que t'abandonnerais. Semaine de l'enfer, je pensais que tu te briserais. Mais t'as donné tort à tout le monde, y compris à moi. Merci, Senior Chief. Ton père serait fier. Bon sang, je suis fier. » Il lui tendit la main. « Bienvenue dans les Teams. » Alors que le soleil se couchait sur Little Creek, Hayley se tenait seule sur la plage où elle avait souffert pendant la torture par le ressac, le log pété et d'innombrables épreuves conçues pour la briser. Elle toucha son épaule, sentant le tatouage sous l'uniforme. « On l'a fait, papa », chuchota-t-elle à l'océan. « J'ai tenu ma promesse. J'ai pas abandonné. J'ai gagné ce trident. » Le vent emporta ses paroles. Le commandant Garrison apparut à ses côtés. « Vous lui parlez ? » ?»« Toujours. Il est toujours avec moi. »« Bien. Gardez-le près de vous. Vous allez avoir besoin de cette force. » Garrison regarda le trident sur sa poitrine. Ce n'est que le commencement. Affectation en escadron, déploiement, mission réelle. Le vrai travail commence maintenant. Je suis prête. Je sais que vous l'êtes. Il sourit. Au fait, j'ai demandé que vous soyez intégré à ma prochaine rotation d'entraînement. Si les tactiques avancées vous intéressent, j'aurai besoin de quelqu'un avec votre détermination. Sérieusement, réfléchissez-y. Il tourna les talons pour partir, puis s'arrêta. Une dernière chose, ce tatouage dont tout le monde se moquait, sa réputation se répand dans la communauté des opérations spéciales. Vous devenez un symbole, la preuve que l'héritage et la réussite personnelle peuvent coexister, que les femmes peuvent gagner le trident au mérite. Je voulais juste être SEAL, et maintenant vous l'êtes, mais vous êtes aussi une source d'inspiration. Acceptez les deux. Il s'éloigna, laissant Hayley seule avec l'océan et ses pensées. Elle baissa les yeux sur le trident à sa poitrine, puis sur son reflet dans l'eau. Les points de la semaine de l'enfer avaient cicatrisé, laissant une marque. Les hématomes s'étaient effacés. Mais autre chose demeurait, une force forgée dans la souffrance, trempée par les moqueries, prouvée par l'accomplissement. Elle était le lieutenant Hayley Bennett, fille du capitaine David Bennett, Navy SEAL. Les moqueries qui avaient commencé avec son tatouage s'étaient terminées par un salut d'une légende. Le voyage qui avait débuté dans le deuil avait culminé dans le triomphe. Et quelque part, elle le savait, son père souriait. « Ouya, papa », murmura-t-elle. « Ouya ». L'océan rugit son approbation, ses vagues s'écrasant éternellement contre la côte où tant avait essayé et échoué. Mais elle avait réussi, et ce n'était que le commencement.